Live from the Permian Basin's 24-hour news leader, this is the Big 2 News Update. In the car, think again. The Permian Basin Drug Task Force has it out for you. This man has found out the hard way, as are many others. The interdiction team with the Drug Task Force calls out its secret weapon during routine traffic stops. If there are any drugs around, this hound will sniff them out. This afternoon, he found a quarter pound of marijuana in Antonio Ruiz's toolbox. That's bad news for Ruiz and good work by the hound and the drug team. Il n'y a pas un jour, pas un seul jour, sans qu'on trouve quelque chose entre les États, ou qu'on mette quelqu'un en prison pour des stupéfiants. On trouve principalement de la marijuana, de la cocaïne ou de la méthamphétamine. Ce sont les trois drogues majeures. On trouve de tout, mais ce sont surtout ces trois-là, avec la marijuana arrivant en première place. This is what the task force does every day. A total of 1,000 drug cases last year, 600 already on the books for this year. The appearance of a new drug is not a good sign. It just adds to the organized drug traffic. My life was completely different when I was a police officer. Ma vie était complètement différente quand j'étais un officier de police. J'ai passé les 10 premières années de ma vie en Californie parce que mon père était militaire. Mon père nous a déplacés, mon frère et moi, au Texas, où j'ai entraîné des chiens de chasse, j'ai entraîné des bouviers australiens, j'ai entraîné des chiens obéissants. Et plus tard, je suis allé dans la meilleure école de police du Texas. À 21 ans, je sortais diplômé officier de police. Tout frais sorti de l'académie de police, à 21 ans, comme la plupart des gens de 21 ans, ils n'ont pas vécu certaines tragédies dans la vie, n'ont pas fait certaines expériences dans la vie, et c'est comme ça que j'étais à cet âge. J'avais de grands espoirs, j'étais plein d'énergie, je croyais totalement en ce que je faisais. Mais j'étais aveuglé et naïf à cause de mon manque d'expérience dans la vie. J'ai passé 4 ans en tant qu'officier de police avant d'être engagé par la brigade des stupes de Bassin-Permian. Durant ces 4 ans, j'ai entraîné mon propre chien détecteur de stupéfiants. Quand la brigade des stupes de Bassin-Permian m'a appelé, j'ai conduit toute la route vers l'ouest du Texas. C'était comme traverser la moitié du globe pour moi. J'avais mon chien à l'arrière de la camionnette et, quand je suis arrivé, mon chien est descendu, avec une corde dans la gueule, pas de laisse. J'utilisais un seau de mine comme abreuvoir. Mon superviseur s'est dit « Oh mon Dieu, qui est ce paysan avec une corde, un chien et un abreuvoir ?» Après avoir caché de la marijuana et leur avoir montré à quelle vitesse mon chien l'a trouvé, ils ont été surpris. Et c'est ce qui fait qu'ils m'ont engagé. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes de drogue. Je n'y croyais pas. Travailler avec la douane, le FBI, l'ATF, la DEA, on était proche de la frontière, de l'inter-État, on menait des perquisitions, on travaillait sous couverture, on n'arrêtait jamais, c'était continu. Plus tard, avec mon entraînement, j'ai changé de côté. En me mettant dans l'autre sens de la circulation, j'ai commencé à saisir de l'argent. Je n'y croyais pas. Tout cet argent quittant notre pays et allant à Mexico par les trafiquants de drogue. J'ai vite réalisé que peu importe combien je saisissais, combien d'arrestations je menais, je n'attrapais même pas une fraction de ce qui passait la frontière. J'ai été envoyé dans des écoles à travers tout le Texas où intervenait la DEA et le gouvernement américain. On m'a dit et entraîné à dire dans ces classes que la marijuana était un genre de drogue démoniaque. À l'époque, je croyais réellement que la marijuana était nocive et que les usagers et les trafiquants étaient des genres de déchets. C'était au moment où la DEA lançait un programme d'éradication du cannabis. Ils survolaient le ciel et repéraient des cultures de marijuana. Ils envoyaient ensuite des troupes au sol pour les éradiquer. En fait, je suis actuellement entraîné à survoler le ciel et repérer des champs de marijuana. Vous savez, je remarquais que les gens que j'arrêtais pour usage de marijuana, en particulier, étaient vraiment des gens bien. Ils n'ont jamais fait d'histoire, n'ont jamais été violents, étaient toujours coopérants. En comparaison aux gens que j'arrêtais en état d'ivresse, qui se battaient, faisaient des histoires, criaient, devenaient fous. J'ai commencé à me faire ma propre opinion sur le sujet. Le gouvernement me disait d'un côté que la marijuana était une drogue démoniaque,
Et de l'autre côté, j'arrêtais tous ces gens pour de la marijuana, qui n'étaient pas violents, y compris en menant des interventions armées, avec une dizaine d'autres équipiers armés. Quel genre d'armes aurions-nous besoin, entrant par effraction dans ces maisons, entraînant les enfants dehors, criant, avec les parents qui crient, tout le monde en larmes. On est en train d'envoyer les enfants aux services sociaux, on envoie les parents en prison pour de la marijuana. Je connaissais certaines de ces personnes, et je savais que ce n'étaient pas des criminels. Je savais que c'était des personnes non violentes. Et plus tard, j'ai moi-même essayé la marijuana, commencé à faire plein de recherches. J'ai appris que la marijuana était sans danger. On ne peut pas faire d'overdose avec la marijuana. J'ai appris qu'il y avait beaucoup moins d'accidents de la route à cause de la marijuana qu'avec l'alcool. J'ai découvert que les dangers dont le gouvernement m'avait parlé étaient un mensonge et qu'ils avaient tort. Et c'est le moment où j'ai commencé à me dire « ce n'est pas juste ». Je crois mes professeurs sans regarder les faits par moi-même. Quand j'ai eu les vraies preuves, alors ma conscience en a pris un coup. L'humanité, la compassion, tout ça, je me suis dit « oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Pénétrer dans ces maisons, ruinant des vies et des familles. À ce moment-là, je me suis souvenu de ce que j'avais lu sur la déclaration de Jimmy Carter. Quand les effets secondaires sur la loi d'une substance causent plus de dommages que la substance elle-même, alors on est face à une injustice. C'est très clair pour moi, car je suis une personne logique et raisonnable, et je dois dire que ça a été un gros changement de point de vue pour moi. Je menais tellement d'arrestations avec Leadwater que l'équipe des forces opérationnelles s'est faite jeter dehors et ont perdu leur financement dû à une décision administrative de la ville. Ils se sont dit, s'il y a autant de drogue saisie, pourquoi devrions-nous payer les forces opérationnelles? Donc, les forces opérationnelles ont disparu. J'ai fait une grosse saisie de drogue qui a rapporté beaucoup d'argent et mis 3 de ce qu'on appelait des mauvais garçons à l'époque en prison. La DEA avait essayé d'attraper ces 3 mauvais garçons depuis un moment. Donc, puisque les forces opérationnelles étaient parties, la DEA était jalouse de moi, il y a eu beaucoup de pression des politiciens. Quand on rajoute par-dessus tout ça l'arrestation d'un conseiller municipal pour un sachet d'herbe et un pistolet, ainsi que le fils du maire pour de la méthamphétamine, il y avait juste tellement de pression politique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser cette injustice dont je faisais partie. J'ai donc quitté les forces de l'ordre et commencé à créer des entreprises et à les revendre. Après avoir quitté les forces de l'ordre, dans les 10 années qui ont suivi, j'ai vécu 2 divorces et été arrêté 5 fois. Chaque fois que je me suis fait arrêter, j'ai été jugé non coupable ou l'affaire a été classée sans suite. Je n'avais vraiment pas mérité de me faire arrêter pour chacun des cas. Donc me voilà, ancien officier de la brigade des stupéfiants, ayant mis des centaines de personnes en prison, et étant responsable indirectement de l'incarcération de milliers de personnes. Et maintenant, je suis mis en prison, alors que je ne devrais pas y être, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les 2 aspects du problème. Je sais ce que ça fait d'avoir une perquisition dans sa maison. J'ai personnellement été perquisitionné pour une affaire civile, pas une affaire criminelle, où ils sont entrés dans ma maison et ont pris mes 2 filles. Mes 2 filles ont opposé une résistance à tel point que les policiers ont dû être menaçants. Mes filles criaient au secours, au secours, au secours. Il n'y avait rien que nous puissions faire. Ils ont décidé que les enfants n'allaient pas venir, donc ils ont juste quitté la maison. Exactement comme ces enfants de 8, 9 et 10 ans que j'ai arrachés de ces jeux 10 ans auparavant. Ils se souviennent toujours de ça et ça les affecte encore. Les parents, voyant leurs enfants se faire emmener, ça ne peut pas être oublié. Ils pourraient être sortis de prison ou pas aujourd'hui, mais ce traumatisme d'avoir la police dans sa maison, sans invitation, cause une blessure permanente, une cicatrice permanente dans l'esprit et l'âme d'un être humain. C'est sérieux et c'est triste.
Maintenant, j'ai 37 ans. J'ai vendu toutes mes entreprises, y compris la fructueuse compagnie de combat en cage que nous avions commencé quand on faisait des combats de MMA dans tout le sud du Texas. J'avais besoin d'un autre projet sur lequel travailler. Mais, dans ce futur projet, je tenais vraiment à aider les gens. J'ai fait le rapprochement entre mon expérience d'officier de police et les 5 arrestations que j'ai vécues ces 10 dernières années. La fois où j'ai été arrêté pour ne pas avoir rendu Jeepers Creepers 1 et Jeepers Creepers 2 au vidéoclub à temps a été celle de trop. J'ai été arrêté pour ça. Plus tard, les charges ont été retirées et on m'a rendu mon argent, mais j'ai quand même passé du temps dans une prison avec 20 autres co-détenus parce que je n'avais pas rendu les DVD. Ce fut clair pour moi que le 4e amendement de la Constitution contre les perquisitions et saisies non motivées ou les perquisitions et arrestations était tellement érodé et la Cour ne faisait rien pour protéger mes droits contre ces perquisitions et saisies non motivées que j'ai décidé de faire quelque chose à ce sujet, en sortant un DVD plein d'informations que personne d'autre ne voulait diffuser pour se protéger contre ces arrestations de police non justifiées et aberrantes. Les réponses furent prodigieuses. Les ventes ont décollé au plafond quand ce DVD a éteint les médias classiques. Je n'ai pas arrêté de faire des interviews. Ma parole a maintenant une portée nationale et je peux dire ce que des milliers d'Américains dans nos prisons veulent dire mais ne peuvent pas dire. Il est clair pour moi, et c'est devenu de plus en plus clair pour tout le monde, y compris les forces de l'ordre, que la sanction liée à la marijuana ne correspond pas au délit commis. Par exemple, dans mon État, si quelqu'un se fait attraper avec un bout de 7 tailles de marijuana dans sa maison, pour cette infraction, il perdra son permis de conduire pendant 1 an. Pendant ce temps, dans le même État, quelqu'un peut être arrêté pour attouchement sur mineur, sortir en conditionnel et ne jamais perdre son permis de conduire. J'ai également appris, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, que 18 millions d'Américains fument de la marijuana quotidiennement et 42% des Américains à partir de 12 ans ont essayé la marijuana au moins une fois dans leur vie. C'est donc à peu près la moitié de la population américaine. Je ne crois pas que presque la moitié du peuple américain ait sa place derrière les barreaux. C'est hypocrite, c'est aberrant et ce n'est pas juste. So now my work is finished. The DVD is in your player. We're going to talk about canines. We're going to talk about concealing your stash. We're going to talk about search and seizure. We're going to talk about profiling. You're going to watch actual traffic stops of me arresting people for marijuana. And finally, if you didn't take the advice of all the above and you get busted, we're going to walk you through that also. Grab some popcorn and your favorite cold drink and let's get started. Bet you didn't know I was a chef. Welcome to the canine section of this DVD. I think the best way to explain to you how a narcotic detector dog works is by bringing you into my kitchen. Come on. The first thing I want you to understand about how a narcotic detector dog is trained is it is very simple to train a narcotic detector dog. The hard part is finding the right dog to train. We could look at possibly 100 dogs and maybe 1 out of the 100